Okay, looks like we're ready to go. Donc, I see the ça semble que bon, on est participants prêt à building up. partir et je vois que bon, il y a un bon nombre de personnes, de participants aujourd'hui. Donc, bien, bonjour à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Aujourd'hui, nous organisons un webinaire pour présenter le programme de jardinage respectueux des abeilles. Ça s'appelle BFG en anglais. BFG, comme BCD Canada, est un programme sous l'égide du partenariat des pollinisateurs, Pollinator Partnership, et son objectif est de promouvoir le jardinage pour les pollinisateurs et de mettre en contact les personnes intéressées de faire ce type de jardinage. Sarah est là de Bee Friendly Gardening et aujourd'hui, elle va nous présenter le programme et ses avantages, les façons dont l'engagement dans Bee Friendly Gardening peut soutenir les engagements pris par les membres dans le cadre de Bee City Canada. Puis elle expliquera aussi le processus de création d'un habitat pour les pollinisateurs. Enfin, si vous souhaitez vous connecter en français, dernier rappel, cliquez sur l'icône d'interprétation en bas de l'écran et sélectionnez le français à partir de là. Je rappelle que si vous souhaitez écouter ce webinaire en français, il suffit de cliquer sur l'icône d'interprétation en bas de votre écran et sélectionner le français. All right, before we start, I'd like to begin Avant de by commencer, je veux reconnaître le territoire sur lequel sur lequel se trouve le partenariat canadien pour les pollinisateurs. Nous reconnaissons que le territoire sur lequel nous nous réunissons est le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont le Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et les Wendat, qui abritent aujourd'hui de nombreuses Premières Nations, Inuits et Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couverte par le traité numéro 13 avec les Mississauga du Crédit. Je sais que nous venons de toutes plusieurs régions du Canada aujourd'hui et nous vous invitons donc à réfléchir sur les territoires sur lesquels vous vous trouvez. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre une petite minute pour présenter Sarah. Sarah Wittenberg est titulaire d'un baccalauréat en zoologie de Auburn University, où elle a étudié les causes de la mortalité des oiseaux de proie. Et elle a aussi une maîtrise en biologie de l'Université d'Arkansas, où elle a étudié les origines natales des merlins migrateurs et des busards cendrés. Elle a notamment effectué un stage au Zoo national du Costa Rica, où elle a dirigé le programme de réhabilitation des Southeastern Raptor Center pour les différents oiseaux de proie. Elle a co-dirigé aussi une station de Hawk Watch dans les Keys de Floride, suivi des déplacements des tortues aussi à Fort Benning en Géorgie, mené des enquêtes sur des oiseaux nicheurs pour le service des forêts des États-Unis et elle a mené des enquêtes sur la grue du Canada et les tétras des armoises pour le service de la pêche et de la faune des États-Unis. En tant qu'enseignante secondaire, elle croit fermement qu'il faut partager sa passion pour le monde naturel avec la prochaine génération des défenseurs de l'environnement. Pendant son temps libre, elle aime faire de la randonnée, observer des oiseaux, voyager, jardiner, explorer les magnifiques montagnes de l'Ozark avec son mari, ses deux enfants et son chien. Je pense que nous aurons du temps. Si vous avez des questions, en tout cas, les taper donc dans la section questions et réponses. Et donc, sur ce, je vais passer la parole à you, Jordan. Sarah. Merci, Hi, Jordan. Sarah. Bonjour, je suis Sarah I do et the comme Jordan a landscape mentionné, of the Mountains of j'habite dans les Arkansas. montagnes I've been with the Ozarks, Pollinator Partnership for about 4 dans different l'État years de now, and Ozark. I'm Donc, je so travaille excited to pour be le presenting partenariat to des you today. pollinisateurs depuis 4 ans environ. Et je suis So, the très ravi Pollinator d'être ici aujourd'hui Partnership, avec vous. or P2, Alors, or le P2P in P2 ou le Canada, is the largest conservation partenariat des organization in the pollinisateurs est world le plus grand dedicated exclusively to the health of organisme pollinators. qui est dédié And donc the à Pollinator Partnership, ces pollinisateurs. Et NPTC, donc, administer PWS variety NPTC, programming, nous avons such as plusieurs Project Wingspan, programmes, which par recently exemple le expanded projet into Canada, Wingspan, and of qui s'est course, Bee City récemment Canada. étendu au So Canada et here's an bien sûr additional BCD look at Canada. a few Alors of the many projects and voilà certains resources des that we offer. projets que nous offrons. We administer pollinator Alors, wings every nous year avons on la the third semaine des week of June, pollinisateurs, la which is troisième a semaine great de juin gathering chaque point to année. Donc, celebrate c'est un très bon point pollinators. d'entrée And pour here is the connaître les URL to the pollinisateurs. P2P Allez webpage voici if you want to take a look l'URL, at la all we're page web, doing. si vous voulez voir un peu ce que nous faisons. So why
Alors, pourquoi nous soucions des pollinisateurs? Ben, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut qu'on les aide à produire de la nourriture pour nous, pour d'autres espèces aussi. Ils fournissent aussi de nombreux services écosystémiques qui sont une partie intégrante de la biodiversité de notre planète et ils rendent le monde simplement plus beau et plus intéressant. La pollinisation est essentielle aux écosystèmes. Et donc, évidemment, environ 90% des plantes et fleurs, plantes à fleurs ont besoin de pollinisateurs et les pollinisateurs permettent aux plantes de se reproduire et produire toutes sortes de choses, y compris les graines, et du chocolat et des graines. Alors voilà, ils augmentent aussi la diversité. J'ai une formation en éthologie, alors pour moi, les pollinisateurs sont donc importants en tant que source de nourriture pour de nombreux oiseaux aussi. Il y a une étude qui a trouvé que ça prend de 6 à 9 000, bon, ça prend de 6 à 9 000 ils aident aussi à régler le climat, à la régulation du climat en soutenant la végétation. Alors, quels sont les pollinisateurs? Ah, bon, ça peut être n'importe quel animal qui déplace du pollen, finalement, une grande diversité d'animaux. Alors, on pense aux insectes, évidemment. Les plus importants sont les abeilles, mais il y a aussi les mammifères qui peuvent être des pollinisateurs, des oiseaux, surtout les oiseaux à mouches, et aussi certaines coquerelles. Il y a certaines crustacés aussi qui vont polliniser les herbiers marins. Donc, c'est vraiment il y a une grande diversité dans ce groupe de pollinisateurs. Plusieurs de nos pollinisateurs sont en déclin. Tel que mentionné dans plusieurs manchettes. Et j'aime mentionner cela que voilà, 1998, c'est l'année que j'ai gradué donc de l'école secondaire et je me souviens de me promener en auto et c'est vrai que mon pare-brise avait l'air de cela ici dans cette photo, mais et c'est un peu, c'est pas très cool, mais bon, c'est un problème parce que évidemment ces insectes ne sont plus là dans l'environnement. Alors pourquoi il y a des problèmes avec les pollinisateurs? Ben, il y a 5 grands coupables. Des espèces envahissantes, une utilisation abusive des pesticides, parasites et maladies, le changement climatique et la perte d'habitat et les interactions entre ces différentes pressions, ça sert à amplifier en fait les obstacles auxquels font face les pollinisateurs. Alors, c'est ainsi qu'est né le programme que je gère, Bee Friendly Gardening, ou BFG. C'est un programme basé sur des solutions pour aider les gens à installer l'habitat dont nos pollinisateurs ont besoin, si désespérément besoin. Il s'agit d'un programme d'adhésion qui engage le public à contribuer à la protection, la préservation et la promotion de la santé des pollinisateurs. BFG est non seulement pour les jardins d'arrière-cour, c'est pour tous les paysages, comme on voit dans ce graphique ici, c'est pour les différents voisinages et bon, ça peut être pour des paysages, des paysagistes, bon, les campus des écoles, bon, des endroits, des églises, etc., des différentes entreprises. Alors, pensez aux endroits sur lesquels vous avez de l'influence. Vous pourriez faire de la différence pour créer de l'habitat pour les pollinisateurs. Et donc, pensez enregistrer cet habitat en tant que BFG. Donc, notre objectif est, cette année d'avoir 1000 membres et 500 BFG enregistrés d'ici la fin de l'année. Alors, on a déjà dépassé ce qui est mentionné dans ce tableau ici. Donc, on a plus de 800 membres et près de 500 jardins. Alors, une fois que vous vous inscrivez, vous pouvez scanner ce code QR, vous pouvez payer la cotisation annuelle et on peut avoir toutes sortes il y a toute une série d'avantages et ça commence avec le dossier de bienvenue numérique que vous recevrez lors de votre inscription et ça inclut une lettre d'information mensuelle, un certificat personnalisé avec un numéro de membre unique et des possibilités d'interaction et d'inspiration avec d'autres membres de la BFG. Pour moi, je pense que c'est le meilleur avantage qui existe. C'est facile, le site public pour vous donner une idée de ce que vous verrez si vous naviguez sur notre page. Il existe aussi une page web réservée aux membres et c'est protégé par un mot de passe. Si vous adhérez, vous allez être mentionné dans nos cartes
Et vous aurez possibilité de rejoindre notre page Facebook aussi réservée aux membres et ça vous donne accès à des ressources qui vous aideraient, enfin, qui vous aideront à créer un jardin de pollinisateurs. Si vous vous inscrivez, on va vous encourager à participer à ce projet de naturaliste. Bon, pour à vous encourager à rejoindre le projet iNaturalist de BFG pour documenter les pollinisateurs que vous avez dans votre que votre jardin attire finalement. Alors, BCD Canada un partenariat avec Bee Friendly Gardening pour maximiser nos impacts. Alors, on s'engage à 3 actions dans les villes abeilles en intégrant le jardinage respectueux des abeilles dans le programme. Les villes abeilles peuvent renforcer leur engagement à soutenir les habitats des pollinisateurs, à favoriser l'engagement des communautés et atteindre des objectifs de durabilité. Cette approche permet non seulement de renforcer la gestion de l'environnement, mais créer aussi des opportunités éducatives qui incitent les communautés à protéger les pollinisateurs et à promouvoir la biodiversité. L'inclusion du jardinage respectueux des abeilles dans la programmation de Bee City contribue à encourager la création d'habitats dans les paysages résidentiels. Le jardinage respectueux des abeilles sensibilise le public en l'informant sur le rôle essentiel des pollinisateurs dans le maintien de la biodiversité, de la sécurité alimentaire et d'écosystèmes sains et en encourageant la communauté à s'impliquer de manière proactive dans les efforts de conservation. L'utilisation du jardinage respectueux des abeilles dans le cadre de la programmation de BCD Canada peut être un moyen très efficace de promouvoir la semaine des pollinisateurs en mobilisant les communautés et en soulignant l'importance de la conservation des pollinisateurs. Nous sommes en train d'élaborer une trousse de sensibilisation pour présenter les avantages de l'intégration de jardinage respectueux des abeilles dans votre programme Bee City. C'est une opportunité pour les municipalités de promouvoir le BFG et de recevoir des avantages en fonction de différents niveaux de soutien. Jordan vous contactera bientôt à ce sujet. Au cœur du jardinage respectueux des abeilles se trouve l'habitat respectueux des abeilles. Alors, nous allons passer le reste de notre temps ensemble aujourd'hui à discuter de la création d'un habitat. Un habitat pour les pollinisateurs se compose de 3 éléments principaux: ressources alimentaires ou florales, un habitat de nidification et la protection contre les pesticides. Donc, quand on crée de l'habitat, voici les composantes que vous devriez prendre en compte quand vous essayez d'incorporer les différents éléments pour eux. Donc, les plantes indigènes sont vraiment le standard d'or. Alors, ça peut être des arbres, ça peut être différentes herbes ou même des arbustes. Et vous voulez considérer, par exemple, quand vous plantez votre jardin, d'inclure des espèces qui vont fleurir à partir du printemps jusqu'à l'automne. Idéalement, vous auriez 3 espèces, en tout cas 3 espèces qui vont fleurir à chaque saison. Et vous voulez inclure une diversité de formes florales, de couleurs, de taille, de grandeur et de hauteur de fleurs aussi. Vous voulez peut-être considérer d'ajouter des plantes hautes dans votre espace? Il y a une relation donc entre le papillon monarque et les asclépiades. Alors, si vous voulez attirer des monarques, voilà, il faut planter des asclépiades. C'est l'une des meilleures choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi considérer d'avoir du sol humide et ou même du sable. Et donc, si vous voulez incorporer différentes espèces au lieu de les étendre, vous pouvez peut-être les planter en petites touffes ou en essaim. Alors voilà, la deuxième composante est donc d'avoir une possibilité de diversification. Donc 70% des espèces pardon. Alors voilà, il faut offrir différents environnements de nidification pour s'assurer que vous allez en fait aider avec toutes les espèces d'abeilles dans votre région. Donc, on peut considérer, par exemple, de les ajouter dans des zones de sol dénudées pour qu'ils puissent accéder au sol, dans la boue, les feuilles, parce que les abeilles les utilisent pour créer de la séparation entre leurs cellules de nid. Vous voyez la photo à gauche. Bon, il y a des petites cercles qui ont été coupés par les abeilles qui coupent les feuilles. Alors voilà, on peut considérer aussi d'enlever le débris de bois. Parfois, on a
On peut avoir, par exemple, des scarabées ou ça qui vont créer des cavités pour les pollinisateurs pour aller faire leur nidification. On peut avoir aussi des tiges dures, donc de différentes plantes. Cela est un habitat parfait pour les abeilles qui utilisent les tiges pour nid, comme nid. On peut avoir aussi des plantes hautes parce que là, évidemment, bon, ça crée du bon habitat aussi. Et le débris de feu est un habitat fantastique pour l'hiver, pour que ces pollinisateurs ont un endroit sécur pour l'hiver et aussi les graminées en grappe, voilà, où on peut avoir par exemple, bon, on peut utiliser des terriers aussi comme site de nid, surtout chez les chez les abeilles. Alors, voilà, on va intégrer le IPM dans votre jardin qui est basé, c'est l'utilisation de la lutte intégrée de votre jardin. Donc, l'acronyme Integrated Pest Management, la lutte intégrée contre les parasites. Alors, les stratégies que vous pouvez utiliser dans votre jardin, il faut comprendre votre système, il faut prendre le temps pour observer les interactions qui se produisent dans votre jardin. Les insectes bénéfiques sont très importants parce que si vous les avez dans votre jardin, ils vont contrôler les ravageurs et ils vont garder un certain équilibre dans votre jardin pour que vous n'ayez pas besoin d'utiliser les produits chimiques. Les insectes bénéfiques vont faire le travail pour vous. Alors, on veut redéfinir aussi le terme nuisible ou ravageur. Êtes-vous prêt à tolérer la présence de certains insectes ou de mauvaises herbes dans votre jardin? Est-ce qu'ils sont vraiment nuisibles? Beaucoup de personnes aspirent à une pelouse qui ressemble à la photo du haut, une monoculture de gazon. Cependant, les pissenlits et les trèfles ajoutent une touche de couleur tout en nourrissant les abeilles naissantes lorsqu'il n'y a pas grand-chose à manger. Alors, c'est ça, il faut recadrer, redéfinir ce que vous considérez comme insecte, comme animal ou insecte nuisible et redéfinir cela. Si vous allez utiliser des pesticides, et bon, le recommande comme dernier ressort seulement, dernier recours seulement. Alors, soyez sûr donc de le faire au bon moment et minimiser en fait l'exposition à à différents pollinisateurs et essayer d'utiliser le moindre montant possible. Il faut faire des petites applications lorsque possible. Alors, vous avez fait votre recherche et vous êtes prêt à commencer votre jardin. Alors, la première chose à faire, c'est de s'assurer d'avoir une paire pour votre site. Et je ne peux pas accentuer trop l'importance d'avoir un bon site. Ça va être très payant. Euh, il faut enlever donc les grosses touffes donc euh, d'herbe. C'est très important en fait d'avoir en fait un sol dénudé pour s'assurer que bon, il peut y avoir une bonne germination, utilisation du compost par rapport bon, on a par exemple donc c'est très important d'utiliser le couvre-sol, pardon, les paillis pour s'assurer d'avoir une bonne couverture et d'éviter bon, des mauvaises herbes et aussi d'avoir une bonne humidité dans votre sol. Donc le compost est très bon les pour les jardins traditionnels, mais bon, ça peut ne pas être bon pour les jardins indigènes parce que ça peut en fait laisser les plantes cultivars dominer. Alors voilà, il faut préparer le jardin. Voici certaines des méthodes les plus communes. Donc, on a par exemple on peut utiliser du jardinage en lasagne, solarisation, on peut utiliser les paillis. Voilà, on peut utiliser on peut choisir la méthode qui convient le mieux à votre type de jardinage. La taille de votre espace et la quantité de travail nécessaire déterminent souvent votre méthode. Certaines méthodes, comme la solarisation et l'enlèvement du gazon, conviennent mieux aux petites surfaces, tandis qu'un approvisionnement régulier en carton, en copeaux de bois peut être très bon
Et un bon candidat pour des grandes surfaces. Certaines fois, on peut les utiliser aussi en tandem et on peut expérimenter et choisir une méthode qui nous convient. Parfois, par exemple, on va pouvoir utiliser la méthode de lasagne, utiliser, bon, étendre les paillis partout. Bon, on peut utiliser la solarisation, un endroit, puis le recouvrir d'un paillis pour mieux prévenir les mauvaises herbes. Donc, je vous encourage à faire un peu de recherche sur ces méthodes. Par exemple, la solarisation va fonctionner dans des endroits où il y a beaucoup de soleil, évidemment. Donc, si vous êtes dans une zone où il y a plus d'ombre, peut-être ce n'est pas la bonne méthode à choisir. Alors, soyez conscient de ces méthodes et assurez-vous que c'est la bonne méthode pour votre région et votre espace. Et il faut s'assurer de préparer votre parcelle pour s'assurer de la réussite, bien sûr. Si vous voulez utiliser des conteneurs ou des parcelles élevées, ben, soyez sûr de préparer les sites à l'avant et assurez-vous d'avoir accès à de l'eau. Surtout si vous faites un projet de plantation communautaire ou dans un parc en ville, et vous voulez vous assurer que vous avez localisé, ben, que vous avez trouvé une source d'eau parce que ça va être très important en termes de l'établissement de votre jardin. Bien sûr, il faut essayer de ne pas compacter le sol dans votre espace. Il faut minimiser donc la masse. Donc, il faut minimiser les déplacements dans notre zone et envisager l'utilisation de pierres et de chemins de promenade, non seulement ils sont utiles pour le jour de la plantation, mais aussi ils constituent un élément attrayant pour votre jardin. Donc, ça peut aussi donner un air ça rend votre espace plus intentionnel. Alors voilà, ça va laisser aux personnes qui visitent que c'est un endroit qui est intentionnel et c'est pas juste en fait euh, un hasard. Voilà, je vous encourage à esquisser un plan approximatif de votre vision pour votre jardin. Voici la photo à gauche qui montre le plan de l'un de nos membres BFG qui l'a soumis. Et il est important de gérer vos attentes à ce stade parce que ce plan peut évoluer au fil du temps. Je vous encourage à commencer avec une petite surface avec quelques plantes et ajoutez-en au fur et à mesure que vous construisez votre jardin. Si vous commencez à petite échelle, ça vous permet de le maintenir et d'établir les plantes avant que ça devienne trop qu'il y ait trop de plantes et on ne veut pas que les gens cèdent et qu'ils laissent tomber leur jardin, bien sûr, parce que ça peut devenir un peu accablant. J'y ai fait allusion plus tôt, donc considérez de planter aussi en touffe pour que les pollinisateurs puissent accéder à plusieurs fleurs. Donc, vous créez plus ou moins une cible de cette façon-là pour que les pollinisateurs, quand ils cherchent en fait des fleurs, bon, ça va leur attirer, bien sûr. Ça fait en sorte que ça vaut la peine pour eux d'atterrir là. Alors, planter des plantes hautes à l'arrière et ajouter des arbustes à l'arrière du jardin. Les petits arbres peuvent être inclus dans le jardin, mais il faut aussi considérer combien d'ombres ils vont produire et aussi euh, leur capacité de modifier l'ensoleillement des plantes situées au-dessus au fur et à mesure qu'ils grandissent. Il est préférable de planter les grands arbres ailleurs dans le jardin et quelques plantes pour abeilles poussent à l'ombre, mais la plupart sont des plantes qui aiment le soleil. Alors, probablement, si vous plantez des gros arbres ou si les arbres deviennent gros, ça va avoir un impact nuisible sur les pollinisateurs, pardon, sur les fleurs. Alors, voilà, il faut considérer donc aussi, bon, de ne pas, les autres sources d'ombrage, comme les clôtures, par exemple, il faut faire attention à ça. Alors, vous pouvez utiliser des plantes de couvre-sol entre vos plantes, comme des violettes ou des fraises indigènes, parce qu'ils constituent un excellent paillis vivant. J'aime espacer les plantes plus que ce qui est recommandé aussi. J'ai l'impression que c'est plus naturel et ça réduit aussi le besoin de pailler et ça minimise aussi le nombre de mauvaises herbes. Alors, j'aime utiliser les plantes couvre-sol et voilà, ça a l'air très naturel et ça demande moins de maintien et d'entretien de votre part. Alors, assurez-vous d'avoir tous vos matériaux à disposition parce que ça va limiter la frustration plus tard. Alors, disposer d'une bâche avec la terre ou du compost supplémentaire. Pardon. Alors, avoir une
Alors, si vous creusez un trou et vous enlevez cette terre et vous le mettez de côté et vous avez une autre plante, bon, vous allez avoir un peu de terre de côté. Alors voilà, j'ai toujours l'impression que j'ai moins de terre. Ou j'ai un peu de terre excédentaire. Alors, c'est bien d'avoir un peu de terre excédentaire pour s'assurer de pouvoir remplir ces espaces excédentaires quand vous plantez. Assurez-vous d'avoir tous les bons outils pour s'assurer de faciliter votre travail, une pelle, une bêche, bon, des gants de jardin, etc., des choses comme ça. Alors, j'espère quand vous arrivez au moment de planter, vous avez fait votre recherche et vous avez sélectionné des plantes indigènes qui sont approprié pour votre région. Donc, je vais vous diriger vers notre site web. On a plusieurs excellentes ressources pour vous aider à choisir vos plantes. Donc, on a des guides, en fait, qui vont vous donner une liste de plantes indigènes qui sont appropriées, convenables pour votre région selon votre code postal, votre zip code. Et donc, voilà, il y a des paramètres aussi qui peuvent vous guider pour vous aider avec les conditions de votre site. Et on a aussi notre guide le plus récent qui inclut plusieurs différentes ressources. Alors, je vous recommande d'aller voir cette ressource. Alors, voilà, maintenant, on est arrivé au moment amusant. Alors, voilà, c'est le moment d'acheter les plantes pour votre site. Alors, quand vous plantez, n'oubliez pas, en fait, le bon moment, le meilleur moment de planter les graines indigènes. C'est l'hiver, en fait. Il faut faire une stratification, donc hivernisation. Alors, c'est le meilleur moment de le faire l'hiver. Et ils vont germiner au printemps, bien sûr. Et si vous avez donc des semis, donc voilà, c'est essayer de faire cela au printemps ou à l'automne. Évidemment, vous pouvez aussi planter vos propres graines et planter tout à partir des graines. Ça peut être, économique de faire de cette façon-là. Si vous n'avez pas de serre, c'est pas un problème. Vous pouvez créer vos propres mini-serres et ça va vous permettre en fait de semer via la méthode avec les pots les petits pots de lait que vous voyez à l'écran. Alors, ensuite, vous allez vouloir prendre ces plantes que vous avez amenées de la pépinière, que vous allez vouloir les planter. J'aime faire cela tout d'abord parce que ça vous donne une bonne idée visuelle de ce à quoi ça va ressembler. Ça vous permet aussi de les réarranger une fois que vous avez visualisé le jardin, les recommandations que nous avons à faire en termes de la hauteur et les micro-habitats avec l'ombrage. C'est important à ce stade-ci. Alors, c'est un bon moment maintenant pour creuser les trous de la taille du pot. Vous pouvez mettre les pots à l'intérieur du trou pour tester si c'est la bonne taille de trou et que c'est adéquat. Si vous avez enraciné, les plantes peuvent être enracinées dans leur pot, alors c'est bien de secouer ou séparer les racines, donc ça va et de les écarter délicatement. Donc, il faut placer doucement la plante dans le trou, puis remplissez avec la terre que vous avez enlevée et complétez avec un terreau et du compost. Alors, il faut s'assurer aussi qu'il n'y a pas de poche d'air en dessous de la plante ou d'espace. Alors, il faut ajouter aux besoins de la terre et essayer en fait de le remplir vraiment au complet. Et ensuite, immédiatement après d'avoir planté, il faut bien les arroser. Il va falloir en fait bien les arroser pendant l'établissement. C'est plus ou moins la première année et c'est mieux de les arroser moins souvent et plus profondément, c'est-à-dire une fois par semaine ou deux fois par semaine s'il fait particulièrement chaud ou sec, au lieu de faire plusieurs petites désarrosées comme plus souvent et moins. Alors, voici le moment où vous allez utiliser les paillis pour retenir l'humidité et supprimer les mauvaises herbes. Les paillis peuvent aussi améliorer la santé des sols en les restituant certains éléments nutritifs. Alors, un bon paillis comprend du compost, des feuilles, des plantes couvre-sol vivantes, comme nous avons mentionné. Et n'oubliez pas que vous ne voulez pas utiliser une épaisse couche de compost de bois partout parce que les abeilles ne peuvent pas accéder au sol pour faire leur nid. Alors, 70% des abeilles font leur nid dans le sol. Alors, il faut pas couvrir le sol, n'est-ce pas? Alors, j'aime beaucoup
aussi parce que ça montre un peu ce qui se passe en dessous de la terre. On n'a pas souvent l'occasion de voir cela. Plusieurs plantes indigènes n'ont pas besoin d'arrosage supplémentaire après la première année qu'en cas de sécheresse ou de signe de stress thermique. Alors, les plantes de prairies se caractérisent par leur système racinaire profond et étendu et ceci les rend plus tolérants de la sécheresse. Et, bon, par exemple, le graphique à gauche, on voit que, bon, on voit tout à gauche, ce type d'herbe n'a presque pas de racines si on compare à ces autres plantes qui ont des racines qui vont jusqu'à une profondeur de 16 pieds ou 3-4 mètres. Alors, voilà, cette exposition illustre également la disparité. Ça vient du jardin botanique et c'est quelque chose qui montre en fait de ce qu'on ne voit pas en dessous de la terre, mais on a couvert les racines en glycérine pour montrer cela et ça illustre également comme la disparité entre la biomasse aérienne et souterraine. Et on ne se rend pas compte que c'est là, en plus d'avoir besoin d'une quantité d'eau minimale. Les plantes adaptées à votre écorégion ne nécessitent pas de soins particuliers et sont résistants à la plupart des insectes et des maladies et attirent les insectes utiles. Voilà, alors, désherber, c'est important pour maintenir la présence des plantes désirées et d'éliminer celles dont on ne veut pas. Alors, c'est une partie de l'entretien qui va avec un nouveau jardin. Votre jardin va continuer à évoluer. Donc, certaines plantes sont des biannuelles qui ne vivent pas longtemps. Alors, voilà, j'ai eu ça, par exemple, cette plante que vous voyez à l'écran qui est apparue une fois. Alors, ça m'a permis, en fait, de le remplacer avec quelque chose d'autre après. Et certaines plantes vont s'auto-semer. Et alors, voilà, ça va être un canevas ça va être donc un tapis qui va continuer à changer. Maintenant, il faut considérer donc de l'entretien saisonnier. Alors maintenant, l'automne, par exemple, il ne faut pas penser donc à l'automne comme un moment pour faire le ménage, mais c'est plus pour laisser la possibilité aux plantes de reposer, de recharger. Alors voilà, on a certaines donc voilà, ils vont redonner des nutriments dans le sol, ils vont offrir de l'habitat pour les animaux pendant les pollinisateurs pendant l'hiver. Alors, il n'y a pas de mal à avoir un jardin désordonné. La structure et la texture peuvent être intéressantes et belles, sans oublier qu'il est essentiel pour les pollinisateurs. Alors, si on a seulement de belles fleurs pour leur nourrir, mais on ne les soutient pas pendant le reste de leur cycle de vie, nous n'aidons qu'à résoudre une partie du problème. Couper les fleurs fanées de façon à ce que les tiges aient une hauteur variable de 8 à 24 pouces. Cela va aider avec ces abeilles qui font leur nid dans les tiges. Couper le bois mort et la décomposition est précieux, les troncs tombés, les chicots en décomposition, piles de branches, etc. Alors, il y a aussi de nombreuses chenilles qui se réfugient dans les feuilles au sol pendant l'hiver. Alors, quand on parle de sauver les tiges, ce graphique à gauche est une belle façon d'illustrer cela à travers les saisons. Alors, au printemps, on coupe donc à une hauteur de 24 pouces, de 8 à 24 pouces. Alors, ça peut être aussi un exemple de chop and drop, de couper les têtes des fleurs. Ça leur permet de décomposer et donc ça retourne les nutriments aussi au sol. Alors, à gauche, vous voyez qu'il y a l'illustration de quelques plantes dont les tiges creuses ou pierreuses conviennent parfaitement à la création d'un habitat pour les abeilles nichant dans les tiges. Voilà, n'oubliez pas de prendre des photos et de documenter les beaux pollinisateurs qui arrivent dans votre jardin. Ça, c'est le pourquoi, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous mettons en place ces jardins. Alors, assurez-vous de profiter de cet aspect-là. Alors, les signes qui expliquent ce que vous faites sont tellement importants pour conscientiser les gens et pour encourager les voisins à s'impliquer. Les trois panneaux sur la gauche proviennent des jardins de certains de nos membres, BFG, très divers. Nous avons aussi deux panneaux de jardin gratuits imprimables sur le site pollinator.org. Voici mon parcours en photo. Voilà, une grande partie de mon expérience et de ce que j'ai appris provient de mes expériences dans mon propre jardin. Je ne vis plus dans cette
cette maison. Malheureusement, j'ai dû tout laisser derrière. J'en ai amené avec moi, mais j'ai acheté cette maison en 2015 et bon, c'était juste une maison de départ un peu. Et bon, c'était toutes des parcelles assez stériles et petites et on a travaillé chaque année pour ajouter davantage d'habitats pour les pollinisateurs au fil du temps. Alors, comme on a mentionné auparavant, c'est bien de commencer avec un plan, mais d'être prêt à vous adapter, être flexible, parce qu'évidemment, votre plan peut évoluer au fur et à mesure que vous plantez. Alors, vous voyez des photos avant et après. Et ces photos montrent quelques plantations actives que j'ai eues au début. J'utilisais beaucoup de paillis quand j'avais peu de plantes et des plantes petites. Et donc, 3 ou 4 ans après, ben voici ce à quoi cet espace ressemblait. J'ai commis des erreurs quand même. J'ai beaucoup appris au fil que ce processus est avancé. Mais voilà, je mets en place et j'essaie de mettre, d'utiliser les leçons apprises. Mais ma mère aime porter des plantes quand elle vient me visiter. Et elle m'a donné quelque chose qui avait une petite pousse et je ne l'avais pas questionné, mais j'ai trouvé que c'était cette plante-là qui s'appelle Creeping Jenny. Et en fait, ça a vraiment pris, j'ai pris les 8 prochaines années à essayer de l'enlever. Donc voilà, une grande erreur de ma part. Alors, vous voyez à droite, on a de l'asclépiade et un autre type de plante. Voilà, j'ai collecté quelques graines et voilà, je l'ai converti tranquillement à une plantation indigène, mais bon, j'étais toujours en lutte contre ce couvre-sol. Et comme j'ai mentionné, ce n'est pas une bonne idée de fertiliser les plantes indigènes parce que ça va leur forcer à pousser trop haut. Alors, je n'ai pas, j'ai un problème avec cela, avec les plantes en fait qui sont tombées. Alors voici, j'ai des photos ici de quelques plantes que j'ai bon, c'était pas une bonne idée qu'il pousse si haut. Alors voilà, c'est des choses que j'ai apprises. Alors, c'est devenu un jeu très intéressant aussi d'ajouter différentes plantes hautes et de voir les chenilles arriver. C'est un exemple de si vous le plantez, ils vont venir ou elles vont venir. Alors voilà, chaque fois qu'on a acheté une plante, cette même année, on a fait une vérification, un audit des chenilles. Alors, c'était très intéressant. Donc, voici Passion Flower et on avait aussi les asclépiades, bien sûr, pour les papillons monarques. On avait, donc, quand on veut planter ces plantes hautes, on essaie de les planter pour qu'elles soient mangées. Alors, il se peut que, bon, à la fin de la saison, elles aient l'air un peu laides, mais ça veut juste dire que, bon, elles ont fait leur travail, hein. Alors voilà, toutes ces pratiques que nous avons discutées aujourd'hui, on peut les agrandir. Donc, à partir du plus petit jardin, bon, ce qu'il s'agisse d'un petit jardin en conteneur ou d'un jardin d'arrière-cour, de jardin de démonstration, de jardin communautaire. Bon, ici, on a le USDA People's Garden à Washington, D.C. et des sites de restauration à grande échelle. Bon, l'ajouter de l'habitat aura une influence positive, quelle que soit la taille sur laquelle vous avez une influence. Alors, qui que ce soit peut créer de l'habitat, peu importe la taille de votre espace. Alors, bon, ça peut offrir, donc même donc si on pense par exemple aux différents, papillons migrateurs, bon, il se peut que, bon, votre jardin soit sa seule source d'aliments. Donc, voici ces photos ont été prises par Amber Barnes, qui est responsable du programme de conservation qui vit à Ohio, dans l'Ohio. Elle a créé une mini parcelle d'habitat comprenant 17 espèces de fleurs sauvages indigènes qui fleurissent du printemps à l'automne. Et elle a toutes sortes de pollinisateurs. Donc, ça comprend aussi les colibris. Et voilà, votre espace a beaucoup à offrir. Il peut avoir un grand impact. Vous pouvez augmenter votre impact en recrutant votre voisin ou votre voisine. Et c'est difficile pour les pollinisateurs de trouver des ressources florales et des plantes hautes si elles sont peu nombreuses et éloignées les unes entre les autres. Ces abeilles solitaires indigènes ont des domaines vitaux si restreints qu'elles peuvent accomplir l'ensemble de leur cycle de vie dans votre cour, hein? Donc, vous créez une maison pour elles. Alors, est-ce que vous leur offrez bon, vraiment un bon endroit pour leurs petits, avec beaucoup d'aliments pour eux? Et aussi, est-ce que vous avez donc assez est-ce que c'est sans pesticides?
Alors, voilà, les villes peuvent jouer aussi un rôle très important dans cela. C'est important d'agrandir vos efforts le plus possible. Donc, les villes à baie sont parfaitement placées pour influencer les résidents à faire quoi que ce soit pour les pollinisateurs. Donc, voilà, ça augmente la connectivité entre les différentes zones du paysage. Alors, il y a tellement de façons différentes qu'on peut installer qu'on peut utiliser en tout cas les sols pour installer des habitats en créant de nombreux corridors et réseaux potentiels. Et il y a beaucoup de terres marginales dans notre environnement quotidien. Alors, imaginez si tous ces espaces inutilisés étaient transformés en habitat pour les pollinisateurs. Les terres pleines pour des stationnements, bon, aménagements paysagers à l'extérieur des entreprises, bon, des bandes d'enfer, les bandes de boulevard, etc. Alors voilà, ça crée de l'habitat. On sait que créer de l'habitat, c'est bon pour les pollinisateurs, mais on sait que c'est bon pour les communautés aussi. Alors, les pollinisateurs, et célébrer les pollinisateurs, créer de l'habitat et mobiliser les gens qui n'ont... En tout cas, l'engagement avec les personnes qui n'aurait peut-être pas rencontré sans l'objectif commun de conservation des pollinisateurs. Donc voilà, c'est une très belle façon de créer de la communauté aussi. Donc merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et de m'avoir écouté sur la création de ces habitats. Alors voilà mon adresse courriel. Je serais très ravi de prendre vos questions aujourd'hui. Vous pouvez me contacter aussi par cette adresse courriel. Très bien, merci pour cette excellente présentation. C'est très bien de voir les photos de ton propre jardin aussi. Donc oui, voilà, les plantes hautes, c'est très intéressant de les voir. Il nous reste 15 minutes environ. Donc pour les questions, je vois qu'on a quelques questions que les gens ont posées, mais si vous voulez poser une question, vous pouvez la taper donc dans la section questions-réponses. Alors, les questions que nous avons sont par rapport à ce que vous faites dans votre jardin à l'automne. Alors, dans le clavardage, malheureusement, la personne a dû partir, mais je pense que ça va être d'intérêt général. Donc, ils ont demandé si vous voulez utiliser le râteau pour accumuler les feuilles sur votre propriété. Est-ce que c'est une bonne idée? Et généralement, comment vous devriez le faire? Oui, bonne question. Tout d'abord, je vous conseille de les laisser là, mais je comprends aussi, surtout si vous avez beaucoup d'arbres sur votre terrain. Parfois, on a l'impression que c'est un peu désordonné et donc on a besoin d'enlever certaines feuilles. Une partie de ces feuilles, donc je pense que c'est important de ne pas les mettre dans des sacs de poubelle et de les tirer, hein, parce que là, comme ça, en fait, il y a des pollinisateurs là, et on les détruit de cette façon. Donc, on peut faire des piles et c'est pas important à quel moment on le fait. Parce que la plupart de ces pollinisateurs qui sont dans cette litière de feuilles, si on les enlève au périmètre et on les met au périmètre de votre propriété, ils vont compléter quand même leur cycle de vie. Ils vont être là au printemps. Alors voilà une bonne alternative si vous avez une façon de faire ça. Je sais que là où j'habite, moi, parfois, comme j'ai mentionné, il y a le terrain que j'ai acheté. Bon, on n'avait pas d'arbres, c'était vraiment juste du sol dénudé. Et parfois, les gens qui habitent dans des endroits comme celui-là, qui comprennent en fait la valeur des feuilles pour le compostage et pour les paillis, ils vont mettre une annonce sur Facebook et pour que tu puisses, pour te permettre de venir chercher ces choses. Donc voilà, il y a certaines personnes qui vont offrir ces choses-là. Et donc voilà, on emmène les pollinisateurs avec eux et je présume, en tout cas, que ça va être dans votre région. Alors, on n'a pas besoin de se soucier, en fait, de déplacement entre les États, par exemple, ou les provinces. Quand on les met dans une certaine zone, si on a un plus grand espace, si on peut les tolérer, bon, ils peuvent décomposer rapidement aussi. Et le compostage, c'est une autre chose. Si vous n'avez pas de bac de compostage, on peut en partir un et vous pouvez composter les feuilles. Voilà, c'est très utile. Il y a tellement de façons différentes de procéder que de les mettre en sac et de les mettre aux poubelles, hein? Une autre question qui a été posée, qui est un peu similaire. Je ne sais pas quelle est la réponse. C'est un peu difficile.
Comme question, quelqu'un a posé la question, est-ce que les pollinisateurs, pendant l'hiver, est-ce qu'ils vont dans les tiges des feuilles ou ils sont dans la tige, n'est-ce pas? Donc, où est-ce qu'ils sont dans la tige pendant leur hivernisation? Et est-ce qu'il y a un endroit idéal à couper les tiges? OK, je comprends. Je pense que ça dépend de l'espèce. Si vous mettez, par exemple, des boîtes de nid artificielles, souvent on demande en fait de faire de percer des trous de différentes tailles pour s'assurer de pouvoir convenir à différentes espèces. Je ne connais pas en fait la réponse à cette question concernant la hauteur des tiges, mais bon, une façon d'éviter de donc, quand vous coupez ces tiges, on peut en fait les mettre en grappes et souvent vous avez vu les maisons d'abeilles où il y a comme des essaims ou des grappes de bambou ou bon, de roseaux. Et on peut, voilà, les mettre en petites grappes. Et voilà, les pollinisateurs qui ont leur nid à côté, bon, ils vont continuer leur cycle de vie comme d'habitude, ils vont émerger au bon moment. Alors voilà, vous allez pouvoir les encourager de cette façon-là. C'est un peu comme les feuilles, c'est un peu la même chose. Voilà, vous ne pouvez pas les brûler ou les envoyer ailleurs. Vous leur permettez en fait de continuer avec leur cycle de vie, mais juste dans un autre endroit, dans votre cours. Voilà, tout à fait. C'est un bon moment en fait d'avoir un webinaire parce que là, certaines des abeilles que j'adore, on peut les remplacer d'année en année. Bon, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de faire autant de ménage. Oui, je suis content que tu l'aies mentionné parce que c'est vrai, quand si vous allez à notre site web, on a un guide de référence rapide et il y en a un sur les maisons d'abeilles. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé d'installer une maison pour les abeilles, bon, un petit avertissement, oui, ça peut être bénéfique, mais ça peut être aussi au détriment des pollinisateurs. Alors, c'est pas quelque chose qu'on devrait juste mettre et laisser et revenir 5 ans plus tard pour le faire de la bonne manière. Il demande en fait un entretien. Alors, soyez conscient de cela si vous allez installer une maison pour les abeilles. Assurez-vous de le faire de la bonne manière et de faire un peu de recherche. C'est un très bon point. Si vous allez faire une chose l'habitat. Mais bon, pour créer de l'habitat, les maisons d'abeilles sont une bonne façon de le faire. Je pense qu'on a plusieurs questions qui rentrent. La méthode de lasagne, est-ce que c'est pour la préparation du sol? Oui, alors comme impliqué avec ce nom, vous bâtissez euh, votre substrat en couche comme une lasagne. Et comme ma recette de lasagne peut différer de la vôtre, il n'y a pas une seule façon de le faire et c'est la même idée de fond, c'est d'avoir des couches, de le bâtir avec des couches. C'est comme le compostage. Si vous savez que vous avez un côté qui est brun, un côté qui est vert, donc le carbone et l'azote. Donc voilà, c'est comme si vous bâtissez votre propre jardin, couche par couche sur ces. Alors voilà, c'est une belle façon d'utiliser les feuilles, n'est-ce pas? Alors voilà, il faut juste trouver un bon site et peut-être vous mettez un peu de quelques couches de carton et peut-être vous allez mettre en fait des copeaux d'herbe, voilà, ou de gazon, ça. Et on peut ajouter les feuilles à l'automne et ensuite on peut mettre une couche de bon, le compost vert, bon, les éléments verts dans le compost, ça peut être quoi que ce soit qui est vivant, hein. Donc, ça peut être, par exemple, bon, les rebuts de cuisine ou peu importe. Bon, vous bâtissez en couches, comme une lasagne, et au fur et à mesure que ça décompose, vous allez avoir de très bons sols, très bonne terre. Ça fait un super terreau, hein. Et donc, voilà, ça fait en sorte que vous allez avoir juste un jardin qui est prêt à utiliser. Voilà, excellent. Alors, la prochaine question, c'est une très bonne question, je trouve. Probablement plusieurs personnes ont de la difficulté avec cela. Alors, quand vous achetez des plantes d'une pépinière, comment vous pouvez savoir si les plantes sont bénéfiques pour les pollinisateurs? Parce que cette personne a dit que certaines plantes vont avoir de très belles fleurs, mais qui ne produisent pas d'aliments pour les pollinisateurs. C'est une très bonne question.
Et vous regardez donc l'idée donc des cultivars, malheureusement, dans plusieurs de nos magasins grande surface. Bon, c'est difficile de trouver des plantes indigènes. Alors, je vous pointerai du doigt les ressources que nous avons dans nos guides pour, essayer de de vous éduquer sur les plantes indigènes qui existent dans votre région avant d'aller dans ces magasins, parce que ça peut être sidérant sinon. Alors, juste vous familiariser un peu avec ce qui pousse naturellement dans vos zones pour que quand vous allez aux pépinières ou si vous allez dans ces magasins à grande surface, vous savez qu'est-ce que vous cherchez. Ben, je sais qu'il y a plus de pépinières, de plus en plus de pépinières, alors que ce mouvement a grandi et donc on comprend de plus en plus la valeur de faire ce type de plantation. Donc, j'espère que vous avez une pépinière pas loin de chez vous, mais qui est spécialisée dans les plantes autochtones et indigènes. Et donc, ça enlève un peu la devinette de toute l'équation. Alors, voilà, les cultivars, je présume que vous faites allusion à cela. Euh, Peut-être que c'était une plante indigène à un certain stade, mais nous l'avons adapté pour avoir des plus belles fleurs ou de plus grandes fleurs. Et parfois, ça peut être au détriment du nectar ou de la production de nectar ou de pollen. Alors, ça peut être très beau, mais quand un pollinisateur arrive, peut-être qu'il n'y a rien, pas de récompense du tout. Alors, une façon très évidente pour savoir si quelque chose est un cultivar chez la pépinière, il va dire, par exemple, échinacée, et à côté, il va dire, entre guillemets, bon, Purple Beauty ou quelque chose comme ça. Donc, il va avoir une certaine description à côté et ça vous dit que c'est un cultivar qui a été, en fait, euh, élevé, bon, produit pour. Donc, voilà, certains cultivars sont très utiles pour les pollinisateurs, alors que d'autres sont complètement stériles. Il n'y a pas de bonne réponse parce que ça dépend vraiment des espèces et il faut juste faire de la recherche finalement. Alors, c'est une très bonne question quand même. Oui, une très bonne réponse exhaustive aussi. Bon, pour tous ceux qui sont intéressés d'aller chercher des plantes pour les pollinisateurs, et donc oui, il y a tellement de plantes et parfois, ben, il y a juste une petite section en arrière qui a de très bonnes options de plantes indigènes, mais maintenant, si je pourrais juste aller dans une pépinière de plantes indigènes, c'est très bien de se pointer. C'est comme si tu étais dans le magasin de bonbons. Tout est bon. On peut juste choisir comme ça au hasard. Oui, c'est une très belle façon de le faire. Si vous avez la chance d'avoir accès à ce type de pépinière avec que des plantes autochtones. Voilà, c'est ça, si on a la chance. Une autre question que nous avons reçue, est-ce qu'on considère que les guêpes sont aussi des pollinisateurs ou est-ce qu'ils sont en fait des insectes nuisibles? Non, ils sont, oui, oui, bien sûr, les guêpes sont aussi des pollinisateurs et on a parlé plus tôt que ce sont des insectes bénéfiques qui peuvent être extrêmement bénéfiques dans votre jardin. Il y a des guêpes parasites qui pondent leurs œufs. On peut les considérer comme des insectes nuisibles. Ben, contre les insectes nuisibles, alors ils peuvent les contrôler les populations d'insectes nuisibles. Alors, je sais que parfois, c'est facile de dire que c'est des vilains, des groupes d'insectes comme les guêpes qui peuvent être un peu agressives. Mais bon, non, les guêpes ont aussi leur place, là, c'est sûr. Tout à fait. Une autre question. Où pouvons-nous nous inscrire ou devenir un membre de PMG? BMG. Je pense que la personne est allée à pollinatorpartnership.ca et ne pouvait pas trouver un lien. Oui, vous pouvez l'accéder à partir du site pollinator.com. Pour simplifier la recherche, si vous allez à befriendlygardening.org, ça va vous amener directement à la page web de BFG. BFG, befriendlygardening.org. Vous pouvez le trouver à partir des menus déroulants sur l'autre site. Programme, c'est l'un des
des onglets, je pense. Partnership Canada website. I think it's under Bon, our, le where we site work web de or our Pollinator work Partnership or something. I think it's on there too. Canada, je pense que c'est So Yeah, c'est I'm le just menu looking at it now. déroulant You gotta Notre go travail ou is Our right, Work. and then it's the third one down. Oui, c'est le Beef on the troisième, So you should be able to troisième find it. point. À partir de là, c'est Maybe, ça, but I dans le menu didn't. déroulant. Oh, it won't let me Peut-être click ce there, que but je peux. Ah non, maybe mais in the chat, one ne of me you can permet just pas put de. Non, peut-être dans le clavardage, tu peux mettre l'URL beefriendlygardening.org and make it easy for people to click on. beefriendlygardening.org et ça I don't know va why it won't faciliter let la me. chose. Yeah, Je ne sais that pas pourquoi sounds je peux good. pas publier. Ben, je peux pas I'm just doing that now. le mettre dans le clavardage. Oui, je le fais tout de suite. There we go. Just added the URL to the Voilà, chat. je viens de mettre So, le URL dans Thank you. la messagerie. Alors, oh, vous and I see pouvez someone beat me to l'accéder it à now. partir de Yeah. là. Il y a quelqu'un qui So you're l'a mis able to avant see moi. it. Avant moi. I was just accessing awesome. the chat for the Voilà, first time, and je I venais see there's a lot of d'accéder au good chat stuff pour in la there. première fois. Il y a beaucoup de bonnes Yeah, choses thanks, là-dedans. Oui, everyone. super. Merci beaucoup, tout le monde. I think there might be one more. Je pense qu'il y a une dernière question. If we select a planting Si site that on already has sélectionne une established plants plante in qui est it, déjà is it better to établie, leave est-ce que c'est plants mieux de even if they laisser are les native, plantes or would it même be si elles better to sont remove them indigènes, ou est-ce que c'est mieux de les enlever with et de les native plants? mettre avec d'autres plantes Yeah, indigènes? Oui. So I certainly like we don't want to give you the impression that you Nous ne should voulons not have pas vous donner anything in your garden l'impression que that's vous ne not devriez native. pas Like avoir quoi que ce that's soit dans not votre jardin qui est non realistic, and we don't want indigène. to Ce n'est pas villainize réaliste et on ne non-native veut plants pas because a lot of people, comme rendre les plantes love non their early indigènes. blooming daffodils, for example, or their, grandma's peonies that were Ben, handed down. And évidemment, it's on ne veut pas totally fine to diaboliser include stuff ces like that types in de your garden, but plantes-là. C'est très sentimental bien, and c'est handmade correct. you just Bon, si really vous avez enjoy. certaines plantes So qui really, we sont just sentimentales we try to ou que steer vous away aimez from en invasive général, que ce plants, soit right? bon, So les tulipes, quoi que non-native ce soit, bon, on invasives, essaie de ne pas of avoir des which plantes most cities envahissantes. maintain, like a noxious La plupart des weedless, villes ont so I ce would just make type de sure that you're plantes, not hein, donc, purposefully il faut juste incorporating something s'assurer like de ne that pas could actually be incorporer ce type de harmful or plantes qui peuvent damaging être to the assez environment in your nuisibles à garden. l'environnement dans But votre as long as jardin. they clear that Mais list and tant it's something that que ne has sont pas sur value to cette you liste-là et in c'est your quelque chose qui a une garden, valeur then pour I'm not vous dans telling votre you that you need jardin, to je go ne vous tear dis it out or pas replace d'aller it. les I will say enlever, that de les there's been a lot of remplacer avec des studies plantes done indigènes. Je vous more dirais quand même qu'il y a recently beaucoup d'études that qui ont été tend to publiées suggest récemment that qui 70% suggèrent en is général kind of que a really good number to 70% strive est un for when it très comes to native bonne plants. cible en termes Kind de of referring plantes back to that indigènes. chickadee study that I Et donc, mentioned. l'étude How many sur les caterpillars to make mésanges que sure j'ai it's mentionné et chickadees? combien de Some chenilles ça prend pour studies that élever were les done as kind of an mésanges. Il y a offshoot of des that études qui ont that été faites found qui that étaient like in comme un yards peu that en have marge 70% ou en native périphérie. plants, Donc, ils ont trouvé they que ended up les having jardins qui ont more 70% de caterpillars plantes that in turn could indigènes avaient support plus the de chickadees, for chenilles qui example. peuvent soutenir, par exemple, ces So mésanges. just always strive Alors, towards il faut more, toujours I would essayer say, de cibler, adding avoir more, adding a plus few de in every plantes year, add a indigènes, en replacement ajouter like chaque we do année ou plant-ups ajouter every des year. plantes hautes chaque année. But don't feel like you have to Mais go in and ne rip vous out the other souciez things that you pas enjoy. d'aller enlever toutes les autres plantes que vous aimez quand Yeah, même. that's a great answer. Oui, Every c'est une little très bit belle more is réponse. great. Donc, un peu plus, Yeah. c'est toujours bien, mais So that is all the time we've got. alors voilà, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Il est il est 13h59. Alors, merci beaucoup, Sarah, d'avoir présenté le programme de Be Friendly Gardening et d'avoir discuté de la façon de créer un habitat pour les pollinisateurs. J'ai appris beaucoup de choses dans cette présentation. C'était très utile. Merci à tout le monde qui a pris le temps pour participer aujourd'hui. J'espère que vous avez aussi appris des informations utiles que vous pouvez utiliser dans vos efforts de jardinage et peut-être vous voudrez peut-être enregistrer votre jardin ou l'inscrire dans le cadre du programme BFG. Comme Sarah a mentionné, nous enverrons bientôt aux membres de B-City des informations supplémentaires sur les moyens dont vous pouvez participer au programme de jardinage respectueux des abeilles. Nous allons vous contacter bientôt avec cela. Ce webinaire a été enregistré en anglais et en français. Alors, les deux versions seront donc bientôt disponibles sur le canal YouTube de B-City Canada dans un avenir rapproché. Et donc, nous allons envoyer aussi un courriel de suivi avec les liens. Voilà qui conclut ce webinaire. J'espère que vous passerez une excellente fin de journée et restez à l'affût donc pour les prochains webinaires de B-City. Merci. Merci beaucoup.